Bertrand Boré, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir, ce qui n'est pas habituel pour les auditeurs de chers clients. Et nous allons parler d'une entreprise que beaucoup de gens connaissent, presque tous les gens connaissent, puisque c'est Generali. Mais est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est, en quelques mots, Generali en France, aujourd'hui? Alors Generali en France, par rapport au groupe, c'est la troisième plus grosse implantation. On est le troisième contributeur en termes de chiffre d'affaires. Ça représente à peu près 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires, répartis 2/3 sur ce qu'on appelle les activités vie. Donc c'est les assurances de personnes, l'assurance vie, la retraite, c'est un peu comme ça qu'on classifie. Et 1/3 sur les activités de dommages. Donc 2/3 vie, 1/3 dommages, avec une distribution qui se fait, à la différence de nos concurrents AXA, Allianz ou les banques assureurs, à 70% par des distributeurs indépendants. Alors ça peut être des courtiers, des conseillers en gestion de patrimoine. Bon, parfois on met les agents généraux dedans, parfois on ne les met pas, dans la mesure où ce sont vraiment des entrepreneurs indépendants également. Donc une grosse partie de distribution indirecte. Voilà, exactement, non captive. Oui, d'accord. Et ça depuis toujours? Depuis toujours. Un groupe italien. Groupe italien. Toujours italien. Toujours italien. On se pose toujours des questions parce que avec les frontières. Qui souhaitent le rester. Non, la France est détenue à 100% par les Italiens à Trieste. D'accord. Et donc, c'est une entreprise d'assurance qui a combien de clients? Combien de Français sont clients Aujourd'hui, on a environ 6 millions de clients que l'on découpe de la façon suivante. On a des clients particuliers, vous et moi, des clients professionnels et petites entreprises. Ça, c'est un segment sur lequel on est très présent en France. Et enfin, des clients grandes entreprises type LVMH, Shell, etc., où là on assure soit des programmes de santé, de prévoyance pour l'ensemble des salariés, de retraite également, ou alors des programmes de protection dommages, donc contre le risque incendie, le risque machine, etc. Voilà un petit peu les trois grands. Alors vous vous occupez de la direction du développement. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, ou est-ce que ça vous est venu? Quel est votre parcours? Alors moi j'ai un parcours plutôt dans l'univers financier. J'ai commencé dans la banque au Japon, ensuite j'ai travaillé en tant que consultant stratégie management, et puis je suis tombé par hasard dans l'assurance. Je suis rentré dans l'assurance par l'activité commerciale, un réseau salarié, un des réseaux salariés de Generali, et puis de fil en aiguille, j'ai développé différentes choses chez Generali, dont l'activité internet, le marketing, la connaissance client, et on a décidé il y a 1 an de regrouper un certain nombre d'activités autour du client. Donc ça va du marketing traditionnel en passant par tout ce qui est segmentation, connaissance un peu plus pointue, tout ce qui est multicanal internet, et également la vente à distance qu'on a volontairement rattaché au développement, dans la mesure où c'est quand même très très imbriqué avec les activités de marketing, et accessoirement ça nous permet de nous rendre compte très directement de ce que nous offrons comme service et produits à nos clients. Voilà un petit peu le périmètre dont je m'occupe. Alors, puisqu'on est là pour ça, comment est-ce que vous définiriez une bonne relation client pour Generali? Si vous faites bien votre travail, ça donne quoi? Et ça se traduit comment? Parce que l'assureur, c'est celui auquel on essaye de ne pas penser trop souvent. Vous avez bien raison. On y pense 2 fois, quand on paye et quand on s'en sert. Donc, dans les 2 cas, on essaye de... C'est pas forcément des bons moments. Comment est-ce qu'on transforme ça de manière positive, et quelle expérience? On parle souvent d'une belle expérience client, etc. Ça veut dire quoi dans votre domaine? Alors, vous avez raison de souligner qu'on est dans une industrie où finalement, moins on a de contacts, mieux réciproquement on se porte. Ça veut dire que vous n'avez pas d'accident ou de problème, et nous, ça veut dire qu'on n'a pas trop de sinistres à payer. Donc, naviguer là-dedans n'est pas forcément évident. Et donc, une belle relation client, c'est une relation qui dure,
pour nous dans le temps. Donc c'est pas impossible d'être en relation avec des clients depuis 15, 20 ans, depuis 2, 3 générations dans nos activités. Et c'est une relation qui mise tout sur la prévention. C'est-à-dire que le sujet, c'est justement de vous éviter d'avoir des soucis et qu'au moment du sinistre, on ne se fâche pas. C'est-à-dire qu'on ait bien tout vu en amont, qu'on ait réajusté au fur et à mesure du temps les garanties. Alors c'est très très vrai dans l'univers des pros et des petites entreprises, et on met beaucoup l'accent là-dessus, dans la mesure où le chiffre d'affaires évolue, les employés, il y a des entreprises qui se développent, qui recrutent, le niveau des machines également évolue, et donc coller au plus près de la réalité économique de nos clients, alors c'est très vrai sur les pros, mais c'est aussi d'une certaine façon vrai sur le particulier, permet de développer dans le temps une relation de confiance et de ne pas avoir de mauvaises surprises. Pour nous, c'est un peu ça notre challenge. Donc anticiper, mais ce qu'on peut, enfin ce que je me suis souvent dit, c'est que dans le domaine de l'assurance, quand on prend le mot assurance, c'est un mot qui est positif. Avoir de l'assurance, c'est une qualité qui est dans le monde d'aujourd'hui extrêmement nécessaire, et pour autant c'est souvent une profession qui n'utilise qu'un vocabulaire extrêmement négatif. Le risque, le sinistre, c'est lourd, grave, lourd, etc. Est-ce que on ne voit pas trop comment on peut concilier les deux, c'est-à-dire une image positive du mot, du métier, et en même temps un vocabulaire qui est utilisé collectivement par la profession et qui est porteur de sens, de risque, de soucis, voilà. Et pour autant, il y a une vraie dynamique, parce que l'assureur, c'est celui qui donne de l'assurance, et celui qui donne de l'assurance, c'est celui qui rend possible les projets des particuliers comme des professionnels. Or, pour faire ça, c'est-à-dire qu'il faut être proche, en accompagnement, que les gens acquièrent le réflexe de solliciter. On a plutôt l'impression que l'univers de l'assurance a développé un mode de relation, comment dire, récurrent mais ponctuel. On analyse un risque, on le définit, on l'évalue, on le chiffre, on paye, et après on essaye de vivre tranquille avec ça en n'y pensant pas. Est-ce qu'il y a des pistes pour que justement l'assureur soit celui qu'on consulte, comme on consulte un peu un avocat d'affaires, pour évaluer les opportunités, pour rendre les choses possibles cette fois? C'est une voie qui est explorée. Alors je trouve que vous avez la bonne et la belle définition de l'assurance. C'est-à-dire que toutes les entreprises du siècle dernier n'ont été possibles. L'exemple souvent utilisé, c'est la construction de New York. La construction de New York n'a été possible que parce qu'il y avait des assureurs, et notamment des assureurs pour les ouvriers qui grimpaient en des gratte-ciel et qui permettaient, en cas de chute, de donner un capital aux familles et permettre aux enfants de se... Donc ça, c'est la genèse de l'assurance. Et alors je ne sais pas si c'est par facilité, par incompréhension du grand public de ce monde-là, on a développé une assurance très technique et distribution. Et finalement, le résultat de tout ça, c'est d'un point de vue distribution, voilà, sensibiliser les clients. Ça passe parfois par, entre guillemets, réveiller des inquiétudes. Et technique, ça veut dire qu'une fois que la prime est payée et qu'on a bien sélectionné les risques, le sujet c'est vivons cachés, vivons heureux. Je suis volontairement on dans la... même parfois un peu oublié aux dates de renouvellement pour que ça passe. Vivons cachés, vivons heureux. Et donc ça c'est un modèle qui a bien vécu et qui est en train aujourd'hui, avec notamment la pression d'Internet, qui pour moi est plutôt un bien, de vivre sa révolution de la transparence. Ça a pour conséquence que dans ce monde un peu bipolaire s'invite un troisième acteur qui s'appelle le client et que je suis censé, avec mes équipes, représenter dans la structure. Et donc, aujourd'hui, on est en train de rechercher et d'établir un nouvel équilibre entre les distributeurs, la dimension technique et le client. Voilà. Et donc c'est pour ça que cette image, elle a quand même encore
dure, dans le sens où voilà, elle reste fortement ancrée. Et je pense qu'on va voir se développer un certain nombre d'initiatives qui vont de plus en plus miser sur le relationnel client, la prévention et d'une certaine façon l'accompagnement dans le temps, plus que simplement le bon produit à un instant T, et puis ensuite un suivi plus ou moins rigoureux en fonction des clients. Alors parce que c'est vrai que dans l'imaginaire, l'assureur, c'est quelqu'un qui résonne beaucoup comme un financier. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Il y a des actuaires qui est un métier très technique, d'évaluation d'un risque. C'est par nature. On voit parce que le peu de réussite de la météo, on imagine bien comment c'est difficile encore de prévoir des risques qui sont encore plus difficiles à évaluer. Dans la manière dont vous vivez la relation client, est-ce que vous avez une manière de vous différencier? Parce que faire du développement, c'est cultiver de la préférence. Comment est-ce que vous faites pour que vos clients, ou ceux qui ne le sont pas encore, préfèrent Generali? Alors, aujourd'hui, moi j'analyse la chose de la façon suivante, mais ça s'applique à tous les domaines. Soit ce que vous achetez a du sens, soit ce que vous achetez n'a pas de sens. À partir du moment où ça n'a pas de sens, vous tombez dans la lessiveuse des comparateurs de prix. Pour que ce que nos clients achètent ait du sens, il faut, avoir une politique de marque porteuse de sens. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu notre baseline, génération responsable, qui se décline plus aujourd'hui dans l'univers où on est leader, c'est-à-dire l'univers des pros, des petites entreprises et des entreprises, moins pour l'instant sur l'univers du particulier. Et deuxièmement, c'est recréer du lien. Recréer du lien avec des contacts non commerciaux. D'ailleurs, moi, je suis anti, d'une certaine façon, ce que font les banquiers, la campagne du rouge, la campagne du vert, la campagne du jaune, qui dépend des objectifs de vente de tel ou tel produit, et plus pour la construction d'un lien dans le temps. Après, il faut que les distributeurs s'y retrouvent. Et donc, ce qu'on essaye de mettre en place, ce qu'on appelle des programmes relationnels, qui sont en partie inspirés de ce qui a été fait dans les télécoms, avec, grosso modo, l'architecture, c'est 3 temps relationnels, entre guillemets, gratuits. Un exemple de temps relationnel, c'est, je vous explique la réforme Fillon. Voilà. Je ne vous pousse rien, je vous fais un petit leaflet qui vous explique quelles sont les conséquences par rapport à votre retraite, etc. Et puis, donc, ces 3 temps relationnels, le dernier étant le bilan à la fin de l'année. Vous avez changé de meubles chez vous, changé de téléviseur, etc. Pour nous, c'est extrêmement important, parce que si on ne met pas ensemble à jour vos garanties, à la hausse ou à la baisse, il y aura un moment, un mismatch qui va faire que potentiellement on va se fâcher. Et puis, par rapport à ces 3 temps relationnels, on insère des temps plus produits. C'est-à-dire que dans le prolongement, on va aider les réseaux sur une thématique, les assurances de personnes, la retraite. C'est vrai qu'on est, nous, dans un univers où il y a encore beaucoup de choses à faire, l'État se désengage de partout, et donc il va falloir que l'assurance privée prenne le relais d'un certain nombre de systèmes de protection sociale qui vont aller décroissant. Donc voilà, donc on met en place ces programmes relationnels, on en a un pour accueillir les clients, un pour développer un certain nombre de clients, et un pour fidéliser. Voilà. Et ça, on l'applique sur le marché du particulier. Et être fidèle à son assureur, à part ne pas y penser et se retrouver renouvelé en mode automatique, vous définiriez ça comment? Comment est quelqu'un qui est fidèle à son assurance? Pour moi, c'est un acte positif, c'est pas un acte subi. Très objectivement, je pense qu'on a vraiment à progresser sur cette notion de fidélité de nos clients. Aujourd'hui, ceux qui la portent mieux, ce sont nos distributeurs, avec un certain nombre de leurs clients. La difficulté que j'ai quand je regarde le portefeuille de Generali et que je me positionne sur la politique client, c'est qu'il y a 5 à 10% de nos clients, au global, qui bénéficient de cette proximité, de cette reconnaissance, j'ai envie de dire. Le reste de nos clients, aujourd'hui, n'a pas forcément de marque de reconnaissance de la part de Generali suffisamment marquée. Et ça serait un plus? Ou en fait, après tout, si ça marche comme ça, est-ce que votre travail à vous, ce ne sera pas de faire en sorte que vos distributeurs aient créé, eux, de la vraie fidélité?
Oui, et après, on sait très bien qu'ils ne peuvent pas avoir tous leurs clients. Et donc finalement, la vaste majorité de nos clients sont dans une relation plutôt produit avec Generali, et sur laquelle je pense qu'on peut construire quelque chose de plus solide, de plus responsabilisant en l'occurrence. Aujourd'hui, et c'est un des arguments qu'on met en avant, avoir assuré la voiture, la maison, s'il y a des enfants, j'ai envie de dire d'un point de vue responsable, c'est un scandale intégral. C'est-à-dire que la moindre des choses quand vous prétendez assureur responsable, c'est de regarder quelle est la couverture sociale qui est en place pour que, en cas de malheur, de décès d'un des conjoints, il y ait un capital d'essai qui soit mis en place. Vérifier que, en cas d'arrêt de travail, on a un dispositif dans l'entreprise ou à côté qui permette de prendre le relais. Voilà. Enfin, donc moi, un client fidèle, c'est un client finalement qui va nous confier l'ensemble de ses problématiques et qui va s'inscrire dans une relation de gestion des risques avec nous dans le temps. Voilà. On parle beaucoup de clients qui sont des co-constructeurs ou des co-détenteurs des marques, parce qu'ils sont partie prenante, parce qu'ils influent sur la... Alors, souvent, la manière d'influer des consommateurs, c'est en répondant à des panels ou à des sondages. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont changé beaucoup les rapports des marques avec leur public. Est-ce que vous vous attendez à avoir des groupements, des communautés de consommateurs qui vont intervenir et modifier le comportement ou la direction prise par votre marque? Alors, nous on a j'ai envie de dire, 3 zones où on est plutôt leader. Donc l'assurance vie, les pros, petites entreprises, et puis sur le particulier, on est assez présent sur les assurances de personnes. Bon. Sur ces 3 marchés-là, on a mis en place ce qu'on appelle une surveillance d'e-réputation. Et j'ai également 2 community managers. Deux community managers qui pilotent un petit peu ce qui se dit sur les médias sociaux, nos interventions sur Twitter, etc. Ce qu'on constate, c'est qu'on n'en est pas, en tout cas dans notre univers, à des class actions qui auraient un impact sur la marque, etc. En revanche, on voit bien que la décision d'un client ou d'un prospect, elle est maintenant, j'ai envie de dire, tripartite. Elle est mes pairs, les experts, et ce que me raconte mon distributeur et l'entreprise. Donc il est absolument essentiel de piloter ce que disent les pairs, ce que disent les experts, bon, en espérant que ce que dit la compagnie ou les distributeurs est à peu près contrôlé. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on suit beaucoup. Sur les médias sociaux, qui fait l'objet d'un reporting hebdomadaire chez nous, qui est envoyé à toute l'entreprise, parce que c'est aussi un outil d'amélioration continue. Alors là, vous décrivez quelque chose qui est en fait une sorte de radar, avec regardez ce qui se dit, etc. Est-ce que vous sentez venir une époque où le consommateur va faire le choix pour plus d'efficacité dans l'aboutissement de ces demandes, d'un passage justement par la page Facebook de la marque, en jouant du fait qu'il a un grand public derrière lui pour l'accompagner ses réclamations, plutôt que de passer par le service client classique, dans lequel on lui dit souvent non. Voilà. Est-ce que ça c'est quelque chose? Et puis, déjà cette première question est intéressante. Alors, un mouvement de fond, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a un dispositif, ce qu'on appelle un dispositif d'écoute client. Les remontées par les médias sociaux sont aujourd'hui toujours plus faibles que celles qu'on obtient de nos services clients au téléphone. Bien sûr. Et de notre service réclamation, etc. Est-ce que ça peut et ça pourrait évoluer de façon plus radicale? Je le pense. Maintenant, on est quand même sur un univers pas évident. Hein, on n'est pas sur une paire de chaussures ou un produit acheté en supermarché défectueux. Donc on est sur quelque chose d'un petit peu complexe.
Maintenant, c'est quelque chose qui progressivement va s'installer. Moi, j'ai toujours en tête l'exemple de Dell qui aujourd'hui ne gère son service client qu'à travers les médias sociaux. Bon, pourquoi pas? J'ai envie de dire, c'est un canal comme un autre. Oui. Le sujet, c'est d'arriver à créer de la cohérence au sein de l'entreprise entre ces différents canaux. Et là est un vrai challenge parce que on a un peu tendance à avoir les geeks dans un coin qui travaillent sur les médias sociaux, le service client un peu traditionnel et la récla qui est à côté du président pour surtout que les gros problèmes. Bon, donc là le boulot qu'on fait au sein du développement, c'est de regrouper tout ça pour avoir un dispositif d'écoute client qui soit à peu près cohérent. Voilà. Il y a ça, il y a le système d'information qui doit être unifié. Absolument. Et il y a le discours qui va avec. Absolument. Est-ce que je suis capable d'adopter au sein de mon service client le même discours que celui que je vais être peut-être conduit à tenir le surlendemain sur la page Facebook devant mes 300 000 fans qui vont applaudir les deux mains, quoi. Ouais. Donc, alors là-dessus, sur le discours, vous avez tout à fait raison. Nous, on a fait le choix, pour toute notre politique Internet, les médias sociaux, etc., de tout internaliser. Donc on ne passe pas par des agences, on développe nos sites. Notre compte Twitter est piloté par quelqu'un de senior, qui est un community manager. Nos contenus sont produits en grande partie en interne. Et on a une petite communauté interne qui regroupe la directrice de la com, le développement, la direction des services clients et la direction des réclats. Et donc, quand on a des alertes, par exemple, dégradation de l'État italien, le réseau interne se met très très vite en marche. Et en général, on a une information qui est assez homogène, que se privent pas d'ailleurs les journalistes de checker, parce que voilà, les premiers followers sur Twitter, c'est pas compliqué, ce sont des journalistes, donc nous on est suivis par près tous les journalistes financiers, donc il faut une vraie cohérence de message entre ce qu'on dit là et ce qu'on va dire au téléphone avec ses clients. C'est indispensable. Indispensable. Et ça pose des questions de conscience, parce que commercialement, le one-to-one, ça permet justement d'être parfois en position un peu de force et de pouvoir imposer son point de vue, ce qui est plus compliqué si je me mets à penser que j'ai 40 journalistes qui surveillent ce que je raconte et ce que je réponds à mon consommateur. C'est le cas. Mais ça change fondamentalement la politique de l'entreprise. Oui. Très objectivement, je pense qu'il y a 3 ans, on n'avait pas une politique client aussi marquée. La politique client, par rapport à la politique technique ou la politique de distribution, prend de plus en plus de place dans notre industrie. Ça, c'est clair. Et donc, qu'est-ce qu'on raconte, comment on le raconte, la qualité des documents, est-ce que les messages sont cohérents par rapport à ce qu'on met sur le web, enfin, voilà, comment on gère cette multicanalité. Bon, nous, on a la chance d'être gros et pas non plus aussi énorme que des grands banques assureurs. Donc, voilà, tout notre challenge, c'est de garder l'agilité qui nous a caractérisés, tout en professionnalisant la multicanalité. Et alors, on pense beaucoup à tous les outils de convergence entre la téléphonie, les smartphones par exemple. Tout le monde cherche un peu sa voie dans le M-marketing, le mobile marketing. Dans l'assurance, ça fait du sens de s'intéresser à ce canal de manière particulière, ou est-ce que non, pas plus que ça, l'assurance est quelque chose qu'on traite à tête reposée quand on est rentré chez soi le soir? En fait, si vous voulez, le mobile fait partie de mon périmètre et moi je considère le mobile au même niveau que l'Internet aujourd'hui. C'est un média parmi d'autres et je pense que c'est un média qui va prendre le relais du web. Je pense qu'aujourd'hui le web commence déjà à revenir un peu au passé vu l'explosion de la vente soit de tablettes, soit de smartphones. Donc nous, le mobile, comment nous l'utilisons, on découpe en fait avant-vente, vente et après-vente, ce qui est un peu basico-basique. On a développé le mobile sur l'après-vente, sur des services qui ont du sens, c'est-à-dire des services à fréquence. Donc la santé, éventuellement la déclaration de sinistre, donc vous pouvez déclarer votre sinistre dans les photos là, et sur l'assurance vie, pour consulter votre compte, la valeur de votre compte, etc. On a commencé par là. Et puis depuis 1 an, on développe également le mobile sur des produits spécifiques ou des thématiques spécifiques en avant-vente. Et ça devient un canal de génération entre guillemets d'opportunités ou de leads.
Bon, c'est 5 à 10% des leads aujourd'hui qu'on traite, c'est pas énorme, mais on voit bien une croissance qui est en train d'arriver. Sur la partie vente, moi j'ai pas aujourd'hui encore trouvé la martingale sur ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Moi je crois beaucoup à la partie service et la partie search qui est une évidence. Aujourd'hui il y a de plus en plus de search qui se font à partir du mobile. Donc être présent là est pour nous quelque chose d'important. Après c'est à suivre. Là où il y a une utilisation du mobile extrêmement intéressante, je vais parler de nos concurrents, je trouve qu'ils ont vraiment fait un truc super, c'est AXA, c'est dans la révolution de l'entretien de vente. C'est-à-dire qu'en fonction du distributeur, vous voyez, soit il vous reçoit face à face avec un bout de papier, soit il a un portable et puis il vous montre des simulations, soit, et c'est le choix qu'a fait AXA sur son réseau salarié, il utilise la tablette. Et là, l'interactivité dans l'acte de vente permis par la tablette, je pense, va révolutionner la façon dont on interagit avec les clients dans la relation. Ça, je trouve que c'est un truc... Alors nous, ce qu'on a observé, c'est que on a un outil exceptionnel qui est le smartphone. Le smartphone, c'est un navigateur Internet, tel que tout le monde le voit. Ça reste un téléphone. Et c'est aussi le plus souvent un appareil photo. Et pour autant, l'analyse qui est faite dans l'exploitation de cet outil est très segmentée. Je parle du mobile comme un navigateur Internet en mobilité. Or, ces smartphones, ils sont quand même avant tout le premier vrai outil de convergence. C'est que je suis dans une même session capable de mixer de la voix et de la donnée sur Internet. Tout à fait. Or, dans le domaine de l'assurance particulièrement, où il faut échanger des preuves, des documents, etc., on peut parfaitement imaginer que votre client prenne une photo, vous l'envoie pendant une discussion téléphonique qu'il a sur son smartphone. Il a eu un accident de voiture, il vient de constater ceci, un dégât, il vous l'envoie. Or, pour autant, on n'a pas l'impression que cette industrie se soit engagée dans la voie de la confiance vis-à-vis de ses clients, au point de dire que la photo qu'il envoie avec son smartphone pourrait faire office de preuve. Si ça existe, hein. En l'occurrence l'application auto et MRH qu'on a, les photos sont directement envoyées d'ailleurs au garage agréé, etc. Enfin, ça existe. Donc le client le fait. La difficulté qu'on a, c'est un sujet de fréquence en fait, d'usage. Parce que moi j'ai plein d'applis sur mon iPhone. Si vous ne les utilisez pas régulièrement, grosso modo, vous les oubliez. Et le taux d'utilisation des applis, grosso modo, c'est 2-3 fois. Mais si on ne parle pas d'appli, si on se dit, j'échange avec mon assureur, je l'ai eu au téléphone, oui, vous avez eu un accident, est-ce que vous pouvez m'envoyer la photo de la voiture et de la situation, mais sans passer par une appli? Je prends la photo, je l'envoie et c'est bon. Ah oui, d'accord. Parce que justement, sans avoir téléchargé l'appli Generalim, c'est pour Generalim en l'occurrence. Parce que justement, je suis au téléphone avec vous, et le fait d'être au téléphone avec vous fait que je vous envoie, les fonctionnalités sont codées dans les téléphones. Tout à fait. Et on imagine plein d'usages quand même. Il y a plein d'usages, vous avez tout à fait raison. De même qu'il y a un dispositif qui est le plus ancien et qui est presque entré dans le passé, c'est la conversation à 3. Or, la conversation à 3, qui est un abonnement que énormément de Français ont, permet de faire énormément de choses avec son consommateur. Que je veux le mettre en contact avec le carrossier, j'appelle le carrossier, conversation à 3, on règle le problème, et donc en une seule session, je traite tous les sujets. Or, c'est très peu utilisé. Et je pense qu'il y a peut-être un recours à la simplicité, en quelque sorte, la recherche de simplicité maximale, avec les nouveaux devices qui sont maintenant mis en place, qui rendent beaucoup de choses possibles. Alors là où vous avez, je vous rejoins complètement, c'est que le souci de l'expérience client est quelque chose d'extrêmement récent chez les assureurs en général, chez Generali également. Donc se positionner à la place du client et essayer de voir comment finalement il va vivre la déclaration de sinistre, la prise en charge de son problème, l'information qu'on lui communique sur un produit, etc. C'est quelque chose de très récent pour la simple et bonne raison qu'on réfléchissait technique et distribution et que finalement tout ce relationnel client
incombait, et incombe quand même encore beaucoup, uniquement aux distributeurs. Or, les distributeurs ne sont pas des surhommes. Quand vous avez 2000 clients, grosso modo, vous envoyez 200, 250 par an, si vous voulez faire du développement, faire la gestion, etc. Donc, voilà, il y a donc, vous voyez, 10%, un peu plus de 10% de votre portefeuille. Et vous imaginez des clients sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour inventer une nouvelle forme d'assurance? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, quand on écoute un assureur, il a une terminologie qui est commune à son secteur. On parle dommages, vie, etc., santé, etc. Et on se dit, il y a bien des passerelles, il y a des segments communs à tous ces univers. Et il y a surtout aussi une assurance de situation. Et on a l'impression qu'en fait, il faut... c'est encore à découvrir. On a l'impression que la situation de la personne ne crée pas un contexte qui puisse donner lieu à un produit d'assurance, j'allais dire sur mesure, peut-être pas, mais qui soit justement un peu plus décoiffant, quoi, en fait. Alors, sur l'évolution des produits, vous avez raison. Enfin, aujourd'hui, on fonctionne encore beaucoup. Enfin, accessoirement, j'ai aussi fait des études d'actuariat, donc on fonctionne encore beaucoup par nature de risque ou grand ensemble de risques. Le risque auto, le risque habitation, le risque... Pourquoi? Parce que l'assureur travaille à partir de statistiques passées. Et ces statistiques aujourd'hui sont organisées par branche. Ensuite, vous avez un reporting réglementaire qui est organisé par branche. Vous ne mélangez pas avec des provisions à mettre en face, donc des fonds propres à mettre en face des branches qui ne sont pas les mêmes. Bon, bref, je passe sur la partie technique. Le challenge que nous avons devant nous, clairement, c'est de se remettre dans une position de client et de repenser une couverture de risque du point de vue du client plus global. Pour arriver à faire ça, il faut qu'on redescende sur les garanties élémentaires. Ce qui est aujourd'hui, quand vous achetez un contrat auto, c'est globalisé, vous avez la RC, vous avez le bris de glace, vous avez le vol, on vous fait un package et on vous dit c'est la garantie elle est super, la franchise elle est super. Bon bref, on vous raconte une histoire. Pour qu'on se colle au plus près des besoins des clients, finalement, il faut que nous, on passe par une étape de décomposition analytique des garanties et puis d'être capable de pricer les garanties de façon individuelle. Et ce n'est pas toujours techniquement extrêmement évident. Alors ça, c'est un premier élément de réponse plus technique. Et après, alors là, moi j'ai lancé une opération qui s'appelle En coulisses, qui est une opération qui consiste à avoir une communauté de clients qui acceptent finalement de rentrer dans les coulisses de Generali et de partager autre chose qu'une prime, un produit. Et donc, donc là, on a recruté à peu près 400 premiers clients qui ont signé un contrat avec nous et qui s'engagent à répondre à des études, à nous raconter un petit peu leur vie, les risques ou les inquiétudes qu'ils ont face au contexte économique, face au quotidien, etc. Et donc, bon, on va progressivement installer ça dans Generali pour qu'il y ait un dialogue permanent qui se noue en direct avec des clients et qui nous permette, nous, de tester nos communications, de voir ce que vous disiez, si notre vocabulaire est adéquat. Donc, quand on fait des focus, on est souvent stupéfait de voir que une franchise, tout le monde ne sait pas ce que c'est, une franchise relative, tout le monde ne sait pas ce que c'est, etc. Et donc, on a tout un travail de proximité à mettre en place avec les clients. Donc voilà, c'est une opération qu'on a lancée et pour moi qui doit s'inscrire dans le temps parce que le focus group, l'étude quanti, le blabla, etc. C'est des photos, ce sont des shots, mais finalement on rentre pas dans une intimité avec les clients qui va nous permettre de transformer de l'intérieur aussi l'entreprise. Voilà. Et puis on a vu avec tous les réseaux sociaux émerger dans presque tous les secteurs des nouvelles offres. Absolument. Issues du fait que les gens communiquent différemment, qu'il y a des communautés qui peuvent se créer, qui de nature extrêmement diverses, qui transcendent les segments habituels. Par exemple, dans votre secteur, il y a un site qui vient de se créer qui permet de louer sa voiture en tant que particulier. Et donc, la clé de ce produit,
c'est une assurance qui permet de se substituer à l'assurance de l'utilisateur des deux et qui en fait va prendre la place parce que sinon les autres produits ne peuvent pas satisfaire cette demande. Et voilà typiquement une demande qui est née d'une nouvelle possibilité de vivre sa vie, c'est-à-dire en échangeant des produits plutôt que de passer par des professionnels dans le métier. On voit bien que c'est un peu le prolongement du peer-to-peer dans le domaine de la musique, des produits très virtuels. On voit bien que tout ce qui est service va finir par se virtualiser et travailler en peer-to-peer en quelque sorte. Et donc là, le rôle de l'assureur, c'est de trouver sa place pour rendre ces nouvelles offres possibles. Et là, il y a un nouveau métier, c'est-à-dire l'espèce d'architecte sur mesure et temps réel de ce genre d'offres. Absolument. C'est un secteur qui a énormément de choses encore à inventer. Après, ce qui est intéressant quand on écoute les clients, c'est que les clients sont pleins de paradoxes. Dans le sens où le sérieux dans notre activité est absolument essentiel. Être sûr qu'on sera là quand il faudra effectivement régler l'incendie ou le capital décès, etc., est quelque chose d'absolument fondamental. Donc il faut arriver à jouer faut arriver à trouver un chemin entre innovation et maintien d'un sérieux qui est un facteur de rassurance important pour le client. Et là encore, on se retrouve avec un modèle universel qui est Apple. Oui, tout à fait. Parce que personne ne doute du sérieux d'Apple et pourtant personne ne doute non plus de sa créativité. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que c'est assez incroyable que cette entreprise soit vraiment le symbole de la nouvelle économie. C'est que, quelle que soit la manière dont on regarde, la fidélité, la relation client, etc. Comment je fais de la relation client sans système de relation client? Voilà, ils ont inventé énormément de choses. Et je pense que ça, c'est assez spectaculaire. Et c'est vrai qu'on voit bien comment chacun dans son secteur doit pouvoir appliquer les recettes à condition de les découvrir. Il faut aussi un Steve Jobs aussi. Mais de plus en plus, ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire que la création de valeur va se faire à la croisée d'univers qui avaient un peu tendance à vivre confortablement ou pas de façon séparée. L'univers technique, l'univers des distributeurs, le client là-dedans, et on voit bien que les entreprises qui vont créer de la valeur pour le marché, ce sont des entreprises qui vont réussir à concilier des partenaires, de la technique, une vraie vision client, et puis un rôle fondamental du distributeur. Enfin, le tout web, moi je n'y crois pas un quart de seconde, en tout cas dans notre activité. Le web to shop, oui, ça c'est sûr. C'est sûr, l'accompagnement par le distributeur de certains clients, il est fondamental. Enfin, la refonte de nos produits avec un regard technique un peu innovant, c'est essentiel. Donc, on voit bien que c'est l'articulation finalement d'une communauté de compétences qui va nous permettre potentiellement de créer de nouveaux marchés. Il y en a beaucoup dans l'assurance. C'est peut-être une question piège, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un nouveau produit qui existe dans l'assurance et qui vraiment correspondrait un petit peu à tout ça, c'est-à-dire l'émergence de la génération Y, d'un nouveau rapport à la marque, mais aussi d'un nouveau rapport à l'entreprise, qui fait que, à la fois en tant que salarié et en tant que consommateur, la relation entre la marque et l'individu a changé et que l'entreprise Generali a su en tirer parti pour inventer quelque chose qui colle à ça. La dernière création que vous avez eue dont vous êtes fier, c'est quoi? Moi, je suis assez fier du concept qu'on a développé pour les pro-PE, qui est plus qu'un produit. C'est pas tellement qui est finalement une expérience client qu'on offre à nos clients pro-PE à leur entrée dans Generali. Ça s'appelle Version Pro. Donc c'est un programme et des solutions qui vont de la prévoyance en passant par la retraite et bien sûr en couvrant le dommage, et qui s'inscrivent dans le temps. Donc comment ça fonctionne? On se rencontre, on va faire sur iPad ou sur ordinateur ou ce que vous voulez, un vrai tour d'horizon de vos risques. Donc c'est ce qu'on appelle le diagnostic 360. Donc on va plus ou moins loin en fonction de votre appétence.
et je vais porter un regard critique sur votre niveau de couverture en tant que distributeur. Vous allez me dire, bon, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, etc. Moi, je vais vous dire, je pense que là, vous devriez vous couvrir, votre niveau de couverture est insuffisant, vous êtes avec je sais pas qui, c'est très bien, maintenant là-dessus, vous n'avez rien. Bon. Et puis, ça, vous allez le retrouver sur le site internet, et on va produire un rapport. Hein, donc, ça va être le début de notre relation. Et ensuite, tous les 3 mois, je vais vous donner un certain nombre d'informations pour vous sensibiliser, etc. À la fin de l'année, on va prépositionner un rendez-vous, ce qu'on appelle un bilan, et on va rebalayer votre activité, votre diagnostic, voir un petit peu comment votre chiffre d'affaires a évolué, les salariés, la rémunération, etc. Et en fonction de ça, on va avancer un cran plus loin dans la mise en place d'un certain nombre d'assurances. Donc là, j'ai envie de dire qu'on rentre vraiment, je trouve, dans le métier, qui est attendu en l'occurrence des professionnels et des petites entreprises, de conseils. Et le produit est au second plan. Le sujet, c'est pas tellement le produit, c'est d'être sûr que vous allez avoir une continuité d'activité, quels que soient les pépins que potentiellement vous allez rencontrer, que ce soit sur votre véhicule de livraison, votre four, j'en sais rien, quelqu'un qui va, votre vendeuse qui va être en arrêt de travail pendant... Bon, donc ça je trouve qu'on commence à toucher du doigt ce que moi j'appelle une expérience client intéressante et porteuse de sens. Voilà. Et ça en le diffusant via tous vos distributeurs. Et après, ce dispositif-là, donc on le monte pour les agents généraux, on va commencer à le diffuser à travers un réseau salarié également, et j'exclus pas de le proposer au courtage. Et à chaque fois qu'on présente cette démarche-là à des distributeurs, si vous voulez, on vient avec une expérience client packagée et un rythme entre guillemets un peu imposé dans la relation avec le client final, et ça c'est assez nouveau. C'est ce qui se passe dans le conseil en gestion de patrimoine? Oui, et je suis désolé, mais je n'ai pas vu d'expérience client formalisée dans le conseil en gestion de patrimoine. C'est très dépendant. Si moi, mon sujet, je suis un industriel, entre guillemets. Oui. Donc, je ne peux pas baser une politique client sur de l'artisanat. Donc, j'ai des distributeurs qui le font déjà, ce que j'ai modélisé. J'ai des gens qui sont très bien suivis. Et puis, accessoirement, j'en ai d'autres qui ont le simple relation à travers le produit et la vie d'échéance. Donc, aujourd'hui, dans la gestion de patrimoine, vous avez des gens qui font très bien leur boulot, qui ont prévu les rendez-vous, qui vous donnent de l'info régulièrement, qui vous envoient des infos sur des fonds structurés, qui savent pertinemment quand vous allez avoir des rentrées d'argent, qui vous contactent au bon moment, etc., etc. Vous avez des gens qui font ça très bien. Puis à côté, vous avez voilà, des gens qui suivent plus ou moins leur portefeuille et qui ont un service et une relation avec les clients qui est non homogène. Donc moi, mon boulot, enfin notre boulot en l'occurrence, c'est d'arriver à apporter, et de plus en plus sous couvert de la marque, et c'est là que c'est important parce que la marque est un facteur de rassurance. Ça c'est clair dans notre métier, sous couvert de la marque, apporter finalement un minimum de standards de service et de relations avec nos clients, sans être intrusif, sans imposer, etc. C'est pas simple. C'est touchy. Mais je pense que c'est... Enfin voilà, si ça apporte de la valeur au client final et au distributeur, je pense que c'est gagnant. Et souvent quand on parle de relations clients aujourd'hui, quand on en parle non pas avec des gens des métiers, des différents secteurs, mais avec des gens dont c'est le métier, la relation, c'est-à-dire des psychologues, oui. Ils ont souvent tendance à penser que dans la relation client, le mot client est en train de monter en force, mais le mot relation, lui, il est toujours aussi vidé de sens. On est complètement d'accord. C'est que dans le mot relation, il y a un peu plus que dans contact. Je suis complètement d'accord. Et si vous voulez, la mutation culturelle majeure que je rencontre, que ce soit dans mes équipes ou au sein de Generali, c'est que pour avoir une relation, il faut avoir quelque chose à raconter. À partager aussi. Et à partager, à raconter et à partager. Et la notion de partage, il faut avoir envie de partager quelque chose. Or, on est quand même souvent dans des relations unilatérales. Je caricature avec une espèce d'asymétrie d'information plutôt au bénéfice de la grande institution. Avoir du contenu qui va au-delà des produits et quelque chose, et c'est pour ça que les assureurs ont quand même des communications qui sont souvent techniques, voire très techniques, parce que c'est un monde issu de la technique, et donc ça demande un effort de vulgarisation
et puis de revisite de notre métier, du sens de notre métier, etc. Il faut se rapprocher du mot assurance, ouais, avec assurance, facteur d'audace. L'assurance qui permet l'audace. Ça pas mal, ouais. Je suis assez d'accord. Et donc en fait, être aux côtés de celui qu'on assure pour le rendre audacieux et lui rendre possible ses audaces, ces entreprises, les comprendre, etc. Quoi. Oui, l'assureur qui visite l'entreprise, qui s'intéresse au métier, qui le comprend et qui de ce fait-là peut faire un peu du sur-mesure. Ce qui manque aussi à l'assureur, c'est peut-être parfois la capacité de faire du sur-mesure, de fabriquer le produit qui va correspondre aux besoins. Alors sur le sur-mesure, moi je suis du coup plus mesuré dans la mesure où notre métier c'est quand même la loi des grands nombres. Bien sûr. Donc il nous faut une certaine volumétrie pour que la mécanique de mutualisation fonctionne. Mais Dell fabrique des micro-ordinateurs qui fonctionnent aussi sur les grands nombres. On est d'accord, mais donc c'est une articulation à trouver. Quoi. Voilà, ils ont fabriqué l'idée aussi qu'ils pouvaient faire que chacun se fabriquait son ordinateur. Or, bien sûr, c'était pas tout à fait vrai, mais c'était en partie vrai. Ouais, d'accord. Et je pense que prendre un vélo en disant je change la couleur de la selle et je me suis fait mon vélo, où j'ai mis 3 décalcomanies sur ma Fiat 500, et j'ai ma Fiat 500 à moi. Vous avez tout à fait raison. Je partage complètement. Si votre vœu était exaucé de l'assurance dans 10 ans, qu'est-ce qui aurait changé ? Moi j'ai une image, si vous voulez, aujourd'hui, il y a à peu près 10 000 personnes chez General qui travaillent, alors entre guillemets non distributeurs, on a 5 000 personnes à peu près, et puis après sur les réseaux de distribution, on a à peu près l'équivalent. Mon souhait c'est que on ait 8500 personnes en face du client. Voilà. Et donc à partir du moment où on a 8500 personnes en face du client, la relation fondamentalement avec nos clients aura changé. On a aujourd'hui beaucoup trop de personnes en back-office, loin des lignes, et un rôle important, et peut-être trop important, du distributeur final, qui amène du coup les équipes à un peu se dédouaner la responsabilité sur la relation client. Donc voilà, donc tout le monde face au client. Et deuxièmement, des clients qu'on couvre vraiment. C'est-à-dire que finalement le client qui vient chez nous pour son habitation, pour son auto, je pense qu'on ne sera pas bon. En revanche, celui qui est vraiment en relation avec nous et qui nous permet de le couvrir sur l'ensemble de ses risques, là il se passera des choses intéressantes. Donc voilà, donc plus on aura de clients qui nous confieront leurs soucis en termes d'assurance de personnes, en termes de préparation de la retraite et en termes de protection de leurs biens, plus je pense on fera correctement notre métier. Un client qui vous fera complètement confiance. C'est un client qui nous fait confiance, ouais, et puis avec lequel, du coup, voilà, on est dans une relation de moyen long terme pour lui permettre de retrouver une certaine audace. Merci beaucoup.